Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Elocos. Alors c'est une première vidéo avant une série bien longue. Cette chaîne elle est destinée surtout aux CMO, toutes personnes qui taffent dans le marketing. Et on va aborder évidemment le search, le SEO, mais pas que, et dans une vision générale du marketing. Pour cette première vidéo, et pour ce premier podcast, je suis accompagné de Fabian. Bonjour à tous, donc moi Fabien, consultant SEO chez Locos maintenant depuis 2 semaines. J'ai rejoint avec grand plaisir, j'ai travaillé avant ça en agence SEO, donc consultant SEO senior. Grosse expérience dans le SEO, Fabian, et également chez Pierre qui nous a rejoint il y a quelques mois. Bonjour à tous, voilà Pierre, account chez Elocos depuis cette année, mais avant ça consultant SEO également, donc voilà le SEO codé, on est dans le secteur. Yes, et c'est l'objectif du podcast du jour, justement on est fin de l'année 2024, au moment où on tourne cet épisode, on va faire un peu nos prédictions sur 2025. J'espère qu'on va pas se gourer et se rendre compte fin 2025 qu'on était à côté de la plaque, mais justement on a fait pas mal de recherches et on va essayer d'amener un maximum d'éléments concrets aussi par rapport à ce qu'on avance. Je propose de catégoriser ça en 5 prédictions. La première, évidemment, je pense que ça me paraît assez naturel. L'IA, est-ce que c'est le futur des moteurs de recherche? Où est-ce qu'on se positionne à ce niveau-là? Pierre, je ne sais pas si tu veux démarrer. L'IA, les moteurs de recherche, je peux tout à fait commencer. C'est vrai que l'IA a fait couler beaucoup d'encre cette année, avec l'arrivée de tous les outils, l'arrivée de ces chatbox. Aujourd'hui, je pense que le SEO, à l'avenir, ne pourra pas se passer d'IA, tant pour l'automatisation des process en interne que pour la recherche en tant que telle. On l'a vu d'ailleurs, on est là mi-novembre, fin octobre, on a eu le Search GPT qui est sorti. Pareil, donc encore un peu en phase de test, mais voilà, l'arrivée de l'IA en tant que moteur de recherche à part entière. Et donc ça va changer un petit peu tout. On sait que Google et Bing ont aussi intégré des chatbox sur le moteur de recherche en tant que tel. Donc oui, l'IA indispensable pour moi pour la suite. Et Search GPT, justement, Fabien, je ne sais pas si on a des premiers retours à ce niveau-là, évidemment. Et Pierre parlait de Bing, Search GPT qui est basé principalement sur Bing, si je ne me trompe pas. Ouais. Comment ça se passe concrètement? Quel va être l'avenir de Search GPT en 2025? Alors au niveau des mœurs, déjà ce qu'on voit c'est que ChatGPT c'est utilisé, il y a 3 mois il y a eu des études qui disaient qu'il y avait 200 millions d'utilisateurs hebdomadaires, ce qui est quand même déjà assez conséquent et on peut se douter que de façon assez native, les gens vont assez facilement passer de ChatGPT à SearchGPT et petit à petit peut-être, en tout cas pas délaisser, mais complémenter leur recherche via Google, mais aussi via ChatGPT, donc enfin le SearchGPT du coup. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites par plusieurs, on va dire, gros influenceurs SEO, LinkedIn, mais pas seulement, genre Rand Fishkin, qui est le créateur de Moz. Donc Moz, pour les plus jeunes, c'est un équivalent de SEMrush, qui a une énorme connaissance en SEO naturellement. Aleida Solis, qui est une influenceuse SEO aussi, mais qui est consultante et qui a aussi une grosse connaissance. Eux ont fait des premières recherches qui tendent à montrer que SearchGPT est assez bien fait pour les recherches informationnelles, ce qui est assez logique, notamment pour les relances. Donc on fait une première question, on a une réponse et on approfondit au fur et à mesure. Donc là, c'est assez naturel. Par contre, tout ce qui est recherche locale, là, il y a un peu plus de difficultés par rapport à un Google Maps, par exemple. Il n'y a pas forcément de map qui apparaît à chaque fois, c'est moins intuitif. Et tout ce qui est recherche e-commerce, on va avoir moins de données, ça va être moins bien structuré que sur Google pour l'instant. Mais voilà, ils vont retravailler clairement et d'ici quelques semaines, mois, on devra revoir notre copie et voir un petit peu où ça en est, mais c'est quand même un gros point. Et au niveau du SEO, concrètement, on peut optimiser le SEO parce qu'évidemment, on a la Search Console pour Google, on n'a pas encore de Search Console pour Search GPT. Non. Comment on va pouvoir, nous, en tant que consultant SEO, parvenir à se positionner et à positionner aussi nos clients sur du Search GPT, sur du IAO, et on en parlera après, AI Overview de Google. C'est quoi les grandes... Pierre, je dois réagir, je t'en prie. C'est la question qui fâche, et qui inquiète un peu tout le monde. Je pense qu'il y a de nombreux éléments d'optimisation qui peuvent être faits. Ce qu'il faut garder en tête, selon moi, c'est vraiment la qualité des contenus et la valeur ajoutée. Vous qui nous regardez, ça c'est vraiment un élément super important, c'est continuer d'ajouter de la valeur. Le SEO n'est pas mort comme le disent les gros titres. C'est plutôt se réinventer et trouver une manière d'aller ajouter de la valeur différemment.
Alors évidemment, aujourd'hui, on voit et on constate une masse de contenu sur les moteurs de recherche qui est hallucinante, évidemment avec tous les outils d'automatisation, tous les outils de Generative AI, etc. On voit énormément de contenu apparaître sur les différents sites. Ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est la valeur qu'on apporte. Et donc voilà, je dirais un gros focus sur la valeur. Les bonnes pratiques des uns, donc quand je dis les uns, c'est le SEO et Google, resteront à mon avis les bonnes pratiques des autres, et donc des moteurs de recherche IA comme SearchGPT. Il y a pas mal de tests qui ont été réalisés, bon, on est encore en phase d'apprentissage, mais sur SearchGPT et sur Google, et finalement on voit que les résultats sont assez similaires. On retrouve toujours un peu les top sites dans les résultats, et donc ça c'est intéressant parce que du coup ça dit bien que les bonnes pratiques et tout le travail qui a été effectué d'une part pour Google resteront des acquis pour le... Ouais, c'est clair, les trois grands piliers du SEO, technique, contenu, autorité, ça bouge pas. Mm-hmm. Et au final, quand on parle SEO, on a l'habitude depuis toujours de parler de Google parce que Google était le seul et avait 99,9% du marché. On en parlera un peu après, mais il y a une vision différente du SEO qui arrive. C'est-à-dire que maintenant, le SEO, c'est l'optimisation sur du SearchGPT, sur du IAO, sur du TikTok, etc. Mais ça, on aura l'occasion de l'aborder. Mais justement, par rapport à IA Overview, donc c'est l'ancien Google SGE, donc c'est l'apparition, je te laisserai peut-être expliquer un peu mieux si je veux, pour vulgariser ça. Mais c'est l'apparition dans les résultats de recherche avec une réponse directement en IA. Google l'avait testé. Ils étaient un peu revenus en arrière, où finalement c'était plus que 10% des résultats de recherche aux États-Unis plus ou moins. Là ça repart à fond dans la dernière présentation Google du Q4, et ils disent on met les bouchées doubles sur IAO, ça va sortir dans plein de nouveaux pays. Qu'est-ce qu'on sait sur Google AI Overviews et comment est-ce qu'on peut aussi apparaître là? Donc pour l'instant, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, mais aux États-Unis, il y a eu SGE, donc Search Generative Experience, qui est sorti, qui en fait permettait de générer des réponses par IA, où en gros Google allait prendre 5-10 pages de résultats, en faire un résumé et derrière sortir la réponse avec quelques sources qu'on pouvait cliquer. Ça a été lancé au début en fanfare, c'était censé être la grosse révolution du SEO. Au final, ils sont revenus un peu en arrière parce qu'il y a eu des énormes couacs. Il y a eu énormément de requêtes médicales, juridiques, où en fait il y avait des énormes bêtises qui étaient données comme réponse, notamment parce que Google s'est beaucoup basé sur l'atout expertise. Et donc pour ça, ils ont eu la bonne idée de se dire on va se baser sur des vraies interactions, des vraies réponses humaines. Du coup, ils ont énormément utilisé de données de Reddit. Donc Reddit, source d'informations super intéressante, mais il y a aussi des personnes qui racontent n'importe quoi sur Reddit. Et du coup, le SGE s'est beaucoup basé à ce moment-là là-dessus, au niveau des réponses. Donc ça, c'était un point où ils ont fait un rollback. Ils ont dit, OK, on va pas l'étendre à tous les domaines pour l'instant. C'est pas pour rien que pour l'instant, en Europe, on n'a pas encore SGE, en tout cas en Belgique et en France, on n'a pas encore pour l'instant, enfin AIO maintenant, le nouveau nom, qu'ils ont rebrandé, on se doute pourquoi. On a mis le premier de pas très concluant, donc on n'aurait pas clairement. s'imposer. Mais du coup, voilà, pour l'instant, de ce qu'on voit aux États-Unis, c'est certains vraiment domaines où on va le voir plus actif que d'autres. Ils vont limiter un peu tout ce qui est médical, bancaire ou quoi, ils vont un peu le réduire. Le gros impact, on se doutait, c'est au niveau des sites de comparateurs. Là, il va y avoir vraiment des changements dans le sens où AIO va permettre de comparer directement des produits entre eux, ou des produits bancaires, ou des produits de plein de marchés ou plein de marchés différents en fait. Donc là, c'est moi le plus gros danger je vois pour les comparateurs, mais en termes d'opportunités pour des sites, on va dire plus lambda, c'est incroyable parce qu'on peut arriver à avoir des résultats sur des requêtes où on n'est pas forcément ultra concurrentiel, mais on va arriver à apparaître plus facilement sur AIO que sur Google. Maintenant, comme disait Pierre tout à l'heure, si on n'apparaît pas bien sur Google de base, on n'apparaîtra pas sur AIO. Donc ça, c'est un point. L'autorité globale, ou en tout cas le classement qu'on aura sur des mots-clés concurrentiels sur Google classique, ça va aussi impacter la façon dont on va apparaître sur AIO. Donc un site qui n'apparaît pas sur le search n'apparaîtra normalement pas non plus sur AIO. Donc les piliers du SEO restent en gros les mêmes. C'est pas une révolution, mais l'atout expertise sera super important, on en parlera tout à l'heure. Vraiment super important pour l'avenir. Comme la partie un petit peu plus technique aussi, je me permets de rebondir, comme la partie technique, donc Google, pour indexer les pages, indexer les résultats, va aller ce qu'on appelle crawler les sites, et donc lire les sites, découvrir les sites.
Pour que le contenu soit visible, il faut qu'il soit du coup lisible assez facilement par les robots. Et donc il y a tout un travail d'optimisation technique de lisibilité du site par les robots qui est à faire. Et donc ça peut être rendu possible par divers éléments. Mais donc ça aussi, je pense que la technique sera au cœur des préoccupations par la suite. Ouais, de dingue. Donc en fait, on se rend compte que les 3 piliers ils restent là et juste ils se consolident. Ils se consolident parce qu'au niveau tech, on doit être encore plus performant qu'avant. Parce que s'il y a une masse de contenu qui est arrivée et qu'en fait crawler un site pour Google ça lui demande des ressources et Google veut limiter évidemment les ressources et en gros l'argent que ça lui coûte d'aller crawler des sites et donc les sites qui sont performants techniquement et qui optimisent le crawl vont évidemment être mieux analysés, mieux compris et mieux mis en avant. La partie contenu, il y a beaucoup plus de contenu qu'avant qui sortent. Donc le niveau général des contenus a un peu augmenté, mais c'est en fait normalisé. C'est-à-dire que tout le monde reprend le contenu de tout le monde et on arrive à une base qui est plus ou moins normale. Donc au niveau contenu, on va devoir faire un step plus loin aller sur du contenu unique et vraiment de qualité. Et sur l'autorité, on en parlera après, mais il y a aussi beaucoup plus d'acteurs. Il faut montrer une réelle expertise dans chaque pilier. C'est un peu ça le résumé de cette partie-ci au niveau de l'IA, c'est que ça ne change pas énormément pour ranker, en tout cas de ce qu'on sait maintenant. C'est de parvenir à accentuer un max sur ces 3 piliers-là, quoi. Là où il y aura un gros impact, c'est au niveau du zéro-clic. Ouais. Donc toutes les requêtes qui ne génèrent pas de clics. Donc déjà, il y a une étude récemment qui est sortie là en octobre 2024 qui disait que 60% des requêtes ne génèrent pas de clics derrière sur les SERP. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens font leur recherche et derrière, soit ils vont pas être contents et ils vont refaire une recherche pour aller plus loin. C'est en fait un peu déjà plus ou moins ce que va faire derrière AIO, SearchGPT, etc. Donc c'est vraiment avoir une conversation avec l'utilisateur, ou l'autre, c'est de juste arrêter la recherche. Donc soit ils ont vu la réponse dans un feature snippet, ils ont vu la réponse résumée, soit ils continuent leur recherche. Et donc dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est que en gros, donc on estime qu'il y a 40% des gens qui vont derrière cliquer sur un résultat classique. Et donc ça réduit déjà le marché. C'est qu'on voit des volumes de recherche à 1000, 1500 pour un mot-clé ou une requête, bah déjà on peut se dire qu'en fait les gens vont taper la requête, en effet, mais derrière, pas forcément cliquer. Ouais, d'autant plus sur de l'informationnel. Ça serait intéressant d'aller un peu plus loin, à mon avis, dans l'étude. Mais du coup, quand le contenu sera pré-mâché, il y aura encore moins de clics derrière. Et donc là, il faut aussi que nous, on trouve des moyens d'arriver à traquer derrière la data pour voir, OK, quelles sont les requêtes qui génèrent de la visibilité, qu'est-ce qui génère du clic, et nous, derrière, adapter en fait la façon de travailler pour ne pas pouvoir juste dire, bah voilà, il y a eu le clic, le site a eu tant d'impressions, mais pas de clic. Bah non, en fait. C'est plus compliqué que ça. T'abordes un point qu'on n'a pas prévu dans les prédictions, mais donc j'ai envie de l'aborder maintenant, c'est la partie data. C'est tellement important dans notre métier, dans le marketing de manière générale. Mais est-ce que la data, et je pose la question, mais du coup j'ai mon avis dessus, mais est-ce que la data va pas vraiment être encore plus importante qu'avant et doit vraiment guider tout pour avoir un ROI optimisé au max, avoir un tracking vraiment précis sur chaque action qu'on met en place, et test and learn. C'est une question un peu rhétorique, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, la data toujours au cœur. Toujours au cœur, et ça je pense que c'est un élément qu'il faut absolument garder. Il y a 2 challenges pour moi en ce qui concerne la data et l'arrivée de l'IA. Première, c'est la difficulté à mesurer, donc comme Fabienne le disait. Les KPI seront un petit peu différents en fonction de ce qu'on cherche à traquer. Mais surtout, l'idée c'est de croiser un peu la data qui vient de différents outils et de différents axes. Donc l'importance de travailler vraiment avec la Search Console, l'analytics, la data qui pourrait venir des réseaux sociaux, de croiser tout ça dans un data warehouse et de pouvoir le rapporter sur un dashboard qui donne vraiment une idée globale de comment se porte aujourd'hui l'acquisition et comment se porte aujourd'hui son site web et son marketing de manière générale. Mais oui, la data au cœur. Le SEO, c'est du test and learn, c'est-à-dire qu'on met des choses en place, on teste des éléments. Il n'y a pas de livre du SEO, il n'y a pas de grimoire du SEO. Google n'en a jamais fait. Donc tout ce qu'on sait aujourd'hui, on le sait grâce à des expériences et grâce à des sensei qui partagent le savoir. Mais oui, on implémente des optimisations, on observe les résultats. Les résultats sont positifs, tant mieux, on continue. Les résultats sont négatifs ou pas ceux attendus, alors on passe à autre chose et on teste. Donc au final, c'est avoir un livre du SEO, ça serait pas drôle. Hein. C'est ça qui est kiffant aussi. Ce serait pas drôle. Google a fait une formation, mais pas
pas très qualitative, Oui, très basique. Ouais. Et un dernier point, parce que le volet AI, c'est quand même, on a commencé par le plus gros, je pense, mais c'est l'IA générative. Donc c'est pas vraiment l'IA comme moteur de recherche, mais je pense qu'on peut l'aborder dans ce sujet-ci quand même. On en est où au niveau de l'IA générative pour notamment du coup, la création de contenu. Donc évidemment, on l'a implémenté pour quelques clients. On a eu l'occasion de faire plusieurs tests à ce niveau-là aussi. Idem, je pense qu'on a chacun pu en retirer pas mal de choses intéressantes. Je sais pas quel est votre avis là-dessus. Alors l'IA générative pour générer du contenu, ça peut marcher. Maintenant, ce qu'on va avoir comme outcome de l'IA, ça dépend de ce qu'on lui donne comme info de base. Donc si on fait une requête très simpliste en disant écris-moi un article qui va parler de X, Y, on va avoir une réponse tout aussi simpliste, généraliste, bateau, qui n'aura aucune chance de performer derrière, voire même va vous pénaliser, parce que derrière, Google a considéré que votre site est de mauvaise qualité, que vos contenus est trop bateau. Donc là, vraiment, c'est l'input qu'on va donner à l'IA qui va derrière permettre d'avoir un contenu vraiment bien structuré, bien optimisé, donc en termes de tone of voice, en termes de source. Et il faut malgré tout quand même assurer que le contenu soit unique. Et donc qu'il ait ce petit truc en plus qui le rend vraiment intéressant et qui montre vraiment l'expertise de votre site à Google. Donc le contenu via IA générative, oui, mais il faut vraiment faire attention à comment on l'utilise. Et justement, il y a de plus en plus de contenu sur Google parce que beaucoup de gens se sont amusés à faire du contenu via IA parce que c'était facile. Mais du coup, comme tu disais tout à l'heure, le crawl budget, donc le coût que Google va mettre pour crawler tous ces sites-là, ça a un impact. Et donc Google indexe de moins en moins de contenu sur le web. Parce que ça lui coûte beaucoup d'argent. Et du coup, ça c'est un challenge au niveau technique. Tu en parlais tout à l'heure, Pierre. Plus il y a de contenu qui est crawlable et indexable, plus il y a une sélection qui va être faite. Et la sélection, elle se fait sur l'autorité, sur la pertinence. Et donc, c'est vraiment tout ça à prendre en compte. Et donc, si vous faites du contenu par IA, oui, mais pas n'importe comment. Ouais. L'art du prompt. Ouais. L'art du prompt, si on peut l'appeler. Clairement. Comme ça. Clairement, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport au pilier contenu, où, comme tu expliquais, il y a une masse de contenu. Et donc, si dans la data que tu vas donner dans ton prompt, tu donnes quelque chose d'unique et qui ressort vraiment du lot, ben derrière, si le fait de le rédiger avec de l'IA, c'est bien fait et que c'est retravaillé derrière, c'est pas dramatique maintenant du contenu full IA sans data et qui est juste dans la norme, va souvent, et on le voit, on a vu pas mal de Search Console comme ça qui sortaient, où tu as des sites qui ont fait full contenu IA, tu vois la Search Console exploser, et puis du jour au lendemain, c'est shadowban, et ça tombe parce que Google se rend compte que le contenu, en fait, il est IA, mais il s'en rend compte parce que justement c'est du contenu qui est de faible qualité avec peu d'indices utilisateurs, enfin de signaux utilisateurs derrière, quoi. Ok, je pense qu'on a bien abordé ce pilier IA. Si je peux résumer, dites-moi si j'oublie des éléments. Sur GPT, évidemment ça est arrivé là assez récemment, mais ça va continuer à exploser en masse en 2025 avec de plus en plus d'utilisateurs. AI Overview, il y a eu un peu de tests, il y a eu un peu de difficultés au début avec du SGE, maintenant IAO, ça y est, c'est reparti, ça part dans plein de pays, ça a un gros impact notamment sur la requête informationnelle, sur du comparatif. Concrètement, par rapport à IAO sur GPT, on n'a pas parlé des autres, Perplexity et autres, mais c'est le même principe, c'est qu'on est sur ces trois piliers du SEO, technique, contenu, popularité, autorité, qui doivent être poussés au max, et idem pour l'IA générative, c'est-à-dire que c'est ce pilier contenu-là qui doit être poussé plus, c'est bien, mais il faut la data unique. Est-ce que j'ai oublié des éléments ? On a parlé pendant 30 minutes pour le résumer en deux. Mais... Bien résumé. Tu as bien fait ton job. Ok, nickel, parfait. Bon, on va passer à la deuxième prévision pour 2025 par rapport au SEO. On a 3 éléments clés à aborder par rapport à cette prévision-ci. Premier élément, Pierre, je te laisse l'introduire. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et toujours les réseaux sociaux. On l'a vu et on le voit aujourd'hui. En tout cas, je peux parler personnellement d'expérience, mais les réseaux sociaux font partie de mon quotidien et c'est le cas de nombreuses personnes. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est vraiment un shift des utilisateurs, des moteurs de recherche vers les réseaux sociaux. Ouais, quand tu dis les réseaux sociaux, c'est pas l'utilisation en tant que réseau social, mais c'est vraiment l'utilisation du réseau social en tant que moteur de recherche. En tant que moteur de recherche. Tout à fait. Et c'est quoi les datas à ce niveau-là on situe au niveau des réseaux sociaux? Alors là, on a de la data qui vient des États-Unis, mais qui nous dit que 2 utilisateurs sur 5 utilisent les réseaux sociaux comme d'un moteur de recherche. Et ça, c'est pour tous les utilisateurs confondus. Tandis qu'un utilisateur sur 2, pour tout ce qui touche à la Gen Z, aux millennials,
utilisent les réseaux sociaux comme moteur de recherche. Donc on est vraiment sur des proportions assez énormes. Et la différence n'est pas si énorme en fait entre la Gen Z et les restes. Donc on a tendance à croire que oui, c'est que la Gen Z qui va utiliser les réseaux sociaux comme moteur de recherche, mais pas uniquement. Après, comme tu dis, la data vient des US, mais elle peut vite s'apparenter et se déplacer vers l'Europe, c'est ce qu'on voit comme tendance. Concrètement, ça veut dire quoi au niveau du search? Comment est-ce qu'on doit s'adapter à ça? Niveau du search, je pense que ça implique de nombreuses choses. Déjà, premier élément et première chose à voir, c'est la raison pour laquelle les utilisateurs passent vers les réseaux sociaux. Il n'y a rien à faire, les réseaux sociaux sont aujourd'hui pleinement dans notre quotidien, c'est plus dynamique, il y a du contenu visuel, il y a pas mal de preuves sociales aussi, la possibilité d'interagir. Donc tous ces éléments-là rendent les contenus beaucoup plus dynamiques et c'est ce qui plaît aujourd'hui et c'est ce qu'on a besoin. On voit que Google essaie de rattraper un peu aussi à sa manière, mais les réseaux sociaux restent les réseaux sociaux. Et donc finalement, je pense que quand on a la réflexion et quand on met en place une stratégie de marketing, dans le parcours utilisateur, ça va être super important d'aller intégrer les réseaux sociaux comme moteur de recherche voilà, pour tout marketeer. Ouais. Et idem, c'est un peu la même réflexion qu'avec SearchGPT ou même IAO, mais comment là maintenant, on peut se dire, ouais, moi j'ai envie que quand on recherche, je suis un restaurateur à Bruxelles, quand on cherche restaurant Bruxelles sur TikTok, j'apparaisse, je veux dire, quelles sont les strates qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il y a clairement du TikTok SEO qui arrive, du YouTube SEO, du Instagram SEO pour prendre les principaux, Pinterest SEO, je pense que ce sont les 4 réseaux sociaux qui sont le plus utilisés comme moteur de recherche. Si je ne me trompe pas, il y a des tendances qui ressortent et il y a moyen de faire de l'opti à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ça se rapproche assez fort du SEO. Il y a moyen d'optimiser les contenus. Ça se rapproche assez fort du SEO. Après, on surfe un petit peu aussi sur la partie community management, mais je pense que les deux se rejoignent assez fort. Les éléments clés d'optimisation restent un petit peu les mêmes. C'est toujours avoir les bons mots-clés, avoir du contenu qui soit qualitatif et qui engage l'utilisateur. Ça, c'est super important. La métrique la plus importante sur les réseaux sociaux, c'est vraiment l'engagement utilisateur. Et donc, l'algorithme des réseaux sociaux finalement attribue des scores de qualité en fonction de l'engagement des utilisateurs. Donc si vous voulez avoir des contenus qui performent bien et qui sont visibles, c'est aller engager les utilisateurs. Donc travailler les mots-clés, ayez des contenus uniques avec une vraie valeur ajoutée, on revient sur la notion de valeur, et évidemment que ceci soit de qualité suffisamment, en termes d'un point de vue technique, vidéo, photo, que ceci soit les plus qualitatifs possibles. On voit que les pratiques sont un petit peu différentes d'une plateforme à l'autre. Évidemment, un TikTok n'est pas un Instagram. Pinterest et YouTube fonctionnent un petit peu différemment aussi. Ça apprend au cas par cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est en amont, quand on prépare un calendrier éditorial, d'aller chercher un peu les tendances. Il y a des outils qui le permettent aujourd'hui, comme TikTok Trends, tout ce qui est Pinterest Trends aussi, qui permettent d'aller vraiment voir les mots-clés, les requêtes qui sont tapées par les utilisateurs sur ces moteurs-là, sur ces plateformes-là plutôt. Donc n'hésitez pas à hésiter à les piocher là-dedans et s'inspirer, intégrer ça un petit peu dans ses réflexions et dans ses calendriers éditoriaux. Ça permet d'avoir une vraie valeur et donc l'importance de la data, de voir réellement quel est l'état de la demande sur ces plateformes-là et où sont les opportunités à aller chercher. Donc le SEO, c'est plus juste Google, ça c'est clair. C'est Google, les réseaux sociaux, l'IA. Mais les réseaux sociaux vont aider aussi à ranker sur Google. Fabienne, tu as de la data aussi à ce niveau-là et des infos à apporter. Mais concrètement, à quel point est-ce que le fait d'optimiser ces réseaux sociaux vont vraiment nous aider aussi pour ranker sur Google? En fait, justement, en termes d'utilisation et d'expertise, donc pour revenir toujours à ce terme d'expertise, d'autorité, Google va regarder d'où vient le trafic. Maintenant, avec Chrome, Google sait vraiment voir votre navigation, que ce soit si vous mettez un lien en favori, si vous ouvrez un lien via Gmail, Google va voir comment vous naviguez sur les différents contenus et comment vous interagissez avec le contenu. Et donc par rapport à ça, c'est vraiment un bon signal envoyé à Google si votre site a différentes sources de trafic qui ne sont pas que le search, Google ou l'Ads. Clairement, avoir l'Ads et le SEO ensemble, on y reviendra peut-être pas forcément aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment un atout super intéressant. Mais au-delà de ça, s'il y a d'autres sources comme YouTube, c'est en plus c'est l'environnement Google. Google adore mettre en avant des outils de son écosystème, donc ça c'est un gros point. Mais si on a du trafic qui vient de TikTok, qui vient de Instagram, c'est la preuve que vous ne dépendez pas que du SEO pour votre trafic. Et j'écoutais l'autre jour sur le podcast des Wizards, où ils expliquaient qu'en fait, on se rend compte qu'un site qui n'a que du trafic qui vient de Google, on peut se dire que c'est un site qui est vraiment fait pour le SEO,
et pas forcément avec une vraie valeur ajoutée derrière. Et du coup, si Google voit qu'il y a d'autres sources de trafic qui viennent et qui rentrent en jeu, c'est un super signal envoyé à Google pour dire, OK, en fait, le site ne dépend pas que du search. Et surtout, même pour vous, c'est une source importante de se dire, si jamais à un moment, il y a un algorithme qui a changé, une évolution ou autre, sur le search, vous disparaissez, j'exagère, mais voilà, vous avez quand même d'autres sources qui peuvent prendre le relais derrière en termes de trafic. Donc, ultra important de partager des contenus pertinents que vous avez aussi sur les réseaux sociaux, sur les newsletters, et d'avoir une activité qui est également très active sur ces autres plateformes-là. Ouais, et on parlait de la data aussi, et de la data analytics par rapport à ça. Je refais un petit switch en avant, mais par rapport à la data sur GPT, concrètement, comment on peut savoir là maintenant, sur GPT et du coup les autres, à quel point est-ce on doit diversifier et comment traquer ça? Alors pour traquer, pour l'instant, on est un peu limité. On sait voir sur Analytics, au niveau du trafic qui vient en référal. Si vous faites un petit tour dans Analytics, vous saurez voir sur votre site d'où vient le trafic. Tout ce qui est trafic Pinterest, tout ce qui est trafic TikTok, tout ce qui est trafic sur GPT, on sait voir s'il vient sur votre site web via une de ces sources-là. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore voir sur quel mot-clé, sur quelle requête, quel est le CTR. Là-dessus, on a encore des limitations. Et donc, ça, c'est un point où on espère que SearchGPT va mettre en place un tracking plus poussé, qu'on pourra utiliser un peu un équivalent Search Console, en fait, mais pour SearchGPT. Et le Search Console, on va espérer qu'ils mettent en place un tracking plus précis au niveau de tout ce qui est AI Overview, par exemple. Et donc là-dessus, pour l'instant, on se base sur des outils externes, type SEMrush, Ahref, SERanking, etc. Mais à prendre avec des très très grosses pincettes, parce que voilà, on sait tous que ça marche, ça donne des indications, mais on ne peut pas se fier à 100% à ces outils. Ouais, c'est clair. Donc là, on a abordé les deux premiers points. Le premier point, c'était évidemment les réseaux sociaux, et donc le SEO n'est pas que Google. Le deuxième point, c'était les réseaux sociaux aident aussi pour ranker sur Google. Le troisième point, c'est plutôt par rapport aux résultats de recherche, où les réseaux sociaux apparaissent eux-mêmes dans les résultats de recherche, et donc permettent de générer aussi du trafic. Comment on se situe à ce niveau-là? Comment optimiser ça et quel impact ça a sur le search? Yes, ça rejoint tout à fait ce que Fabienne disait là tout de suite. En fait, Google va chercher à mettre en avant les résultats les plus pertinents, les plus qualitatifs. Et comme les utilisateurs se tournent de plus en plus vers des contenus de ce format-là, format réseau social, mais on va voir des réseaux sociaux apparaître directement dans les liens organiques sur les pages de résultats Google. Exemple du Pinterest, exemple des vidéos YouTube. Vous en avez sûrement déjà vu pour des requêtes informationnelles. Et c'est là que c'est un peu de là que la réflexion commence, de se dire, OK, aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de mettre un peu mes œufs dans plusieurs paniers, d'aller diversifier ma façon de faire du SEO en tablant sur du YouTube et du Pinterest, puisque ce sont des résultats qui remontent de toute façon sur Google. Donc il y a deux grosses opportunités. Être visible en plus sur Google, mais être visible aussi sur la plateforme. Donc vraiment, il y a un gros intérêt. Évidemment, ces résultats-là, ça varie un petit peu en fonction des secteurs. On a vu par exemple que pour le secteur de la construction, vous pouvez essayer à la maison, mais vous tapez une fois maison haut de gamme, maison moderne sur Google, vous allez voir du Pinterest ou du YouTube remonter. Et donc c'est super intéressant pour aller mettre en avant son site. Dans un travail de diversification des canaux, super important en amont, la partie audit et analyse, analyse de marché. Et donc là, il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés, mais c'est vraiment aller voir même de façon manuelle, mais pour quel type de requête et quel type d'intention, est-ce que finalement on voit que les réseaux sociaux prennent le devant par rapport aux moteurs de recherche classiques. Et donc d'avoir vraiment cette méthodologie d'audit-analyse et de réalisation d'un calendrier éditorial derrière pour la création de contenu. On l'a d'ailleurs fait pour un client, de se dire on place le calendrier éditorial au centre un petit peu de la stratégie marketing. Une fois que les articles sont rédigés, ils sont publiés sur le site web qui sert le SEO. Ils sont utilisés pour YouTube et des podcasts en format vidéo. Derrière, ces formats vidéo sont séquencés, envoyés vers les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, ça renvoie un petit peu, ça touche les utilisateurs, ça renvoie un peu vers le site web. Et derrière, les articles, évidemment, passent par les canaux classiques, newsletter, emailing,
Mais donc voilà, c'est vraiment du 360 degrés, quoi. Et je pense qu'on est là aujourd'hui. Ouais, exactement. Et donc au niveau de la structure là, avec ce client-là, c'est 1, la recherche de mots-clés, l'analyse de marché, 2, le fait de créer le contenu, et 3, en fait, le diffuser au sein de la strat, Yes. qui nous permet au final de pas uniquement le diffuser sur du blog, mais d'utiliser ce contenu-là un maximum sur du holistique et du 360, ce qui revient à ce qu'on expliquait tout à l'heure. Yes. Et puis quel gain de productivité aussi Ouais. de finalement recycler tous les contenus et de les utiliser à tous les niveaux. Voilà, dans des grandes équipes et des grandes structures, ça peut vraiment servir et être un gain de temps Au terrible. final, je pense que ce podcast est le parfait exemple. Hein. Parce qu'on tourne ce podcast, on va certainement en faire un article. Yes. On va le cut, on va le partager sur LinkedIn. Exact. On espère. Et puis, si vous nous écoutez, vous venez d'un de ces canaux-là qui permet d'avoir une autorité générale et ça va nous permettre de certainement mieux ranker sur Agence SEO Bruxelles où je pense qu'on est peut-être deuxième maintenant, peut-être premier. Yeah. Donc, on se bat. Bientôt on se premier. bat, ouais. Bientôt premier. Donc ça va peut-être nous permettre d'arrêter de se battre et d'être définitivement premier sur la quête Agence SEO Bruxelles. Mais donc tout ça est lié en fait. Et c'est l'exemple ici. Ok, prévision numéro 3. L'expérience utilisateur est définitivement au cœur du search. Comment on va pouvoir optimiser l'UX et quel impact ça a réellement sur le search. Notre prévision, c'est clairement que ça va continuer d'augmenter et que l'UX UI est tellement important et l'expérience réelle de l'utilisateur est tellement importante pour ranker. Concrètement, on peut en dire quoi à ce sujet-là? En fait, c'est comme tu viens de le dire, l'UX au centre. On en a parlé plus tôt on en a parlé un petit peu plus tôt, mais de plus en plus de contenu arrive aujourd'hui sur les moteurs de recherche et sur les sites web. Et donc, ce qui rend finalement votre contenu différent ou ce qui permet de vous différencier vraiment de vos concurrents, c'est la valeur ajoutée et l'expérience de manière générale sur votre site. Et ça se mesure par des KPI d'engagement des utilisateurs. Et donc, Google, ce qu'il faut savoir, ils avaient tendance à le cacher un petit peu, mais aujourd'hui, on le sait, prend énormément en considération la partie data utilisateur sur votre site web. Donc si vous avez des contenus qui sont engageants, un site qui est bien optimisé, bonne vitesse de chargement, etc., et que l'expérience utilisateur finalement sur votre site web est bien optimisée, Google considérera que votre site est plus qualitatif qu'un autre pour lequel il y a des taux de rebond qui sont assez élevés, c'est-à-dire que l'utilisateur arrive et il repart instantanément, il ne trouve pas l'information de façon suffisamment rapide et claire. Voilà, tous ces éléments-là aujourd'hui jouent beaucoup et donc l'UX au centre des préoccupations. Ouais, tu parlais de Google, essayer de le cacher, maintenant c'est sorti. Tu parles clairement des Google Leaks. Yes. Fabienne, je ne sais pas si tu as d'autres infos que cette partie UX, mais par rapport aux Google Leaks, concrètement, on peut en dire quoi? Évidemment, toujours orienté vers cette partie UX, mais je pense que c'est intéressant de manière générale. Peut-être déjà expliquer ce que sont les Google Leaks et puis en dire un peu plus. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les Google Leaks, c'est donc en mai-juin de cette année, il y a eu une grosse fuite de documents via une source interne chez Google, où il y a 12 000 attributs de ranking qui ont été divulgués. Donc, à prendre avec des pincettes, parce qu'en gros, il y en a 12 000 qui ont été divulgués, mais on ne sait pas lesquels sont encore utilisés actuellement, ont été utilisés, ont été envisagés. Mais par contre, ce qui ressort, c'est qu'il y a vraiment des attributs UX qui sont pris en compte par Google. Donc, le trafic. Longtemps, Google a dit que le trafic n'était pas important pour ranker un site. Voilà, on s'en doutait, hein, mais on sait clairement que c'est faux. Donc un site qui a beaucoup de trafic de base sera plus à même de ranker rapidement un contenu qu'il a publié et de le voir indexer vite. On s'en doutait, mais c'est logique. Voilà, c'est confirmé maintenant. L'autre point, c'est justement, comme disait Pierre, au niveau intention et au niveau interaction d'un utilisateur sur un site. Donc le feu bounce rate, quand la personne arrivait sur le site, partait directement sans interagir. Ça n'existe plus, mais c'est quand même mesuré. Et donc Google le voit. Donc si quelqu'un va sur un site, reste quelques secondes, repart sans avoir scrollé, sans avoir cliqué nulle part, Google va voir que pour la requête en question, le site est peu pertinent. Encore une fois, il n'y a rien de plus logique. C'est juste que Google est de plus en plus bon pour comprendre ce que plus en plus vraiment bon, et il doit de plus en plus trier. Vu tout le contenu IA, on en a parlé tout à l'heure, qui est déversé sur le web, il a de plus en plus besoin de trier. Donc maintenant, on a vraiment ce besoin-là de coupler l'UX et le SEO, notamment en faisant des analyses croisées CRO, UX, SEO, parce qu'en fait, si on fait un site pensé uniquement SEO sans prendre en compte l'UX, on va vite déchanter. Mais si on fait uniquement accès UX et CRO sans penser au SEO, y a un deuxième travail en fait en parallèle. Donc l'idéal, et c'est ce qu'on fait avec les sites de nos clients, c'est de travailler en parallèle
et le CRO, UX et le SEO C'est dingue. pour C'est dingue. un impact maximal en fait. Je pense à un cas client là, cas client assez concret qu'on a eu dernièrement où on a fait x3,5 je pense sur le trafic en 4-5 mois. Et là en fait maintenant on se rend compte que si on veut encore faire les mêmes résultats, et on a travaillé essentiellement de la tech principalement, on va devoir aborder ce point UX UI qui est essentiel, et donc ça fonctionne vraiment par pilier comme ça, où l'UX UI qui touche à l'expérience utilisateur de manière générale est vraiment un pilier à part entière aussi à taffer, en plus du content, en plus de l'autorité au final, mais qui touche un peu au final aux trois. Mais parce qu'un utilisateur a envie d'avoir une vitesse de chargement assez rapide sur le site, un utilisateur a envie d'avoir du contenu de qualité et qui a été produit par un réel expert. Donc je pense que ça touche les trois, mais c'est clairement important, quoi. Ouais, exact, et c'est là qu'on se confronte un peu toujours, SEO et UX. Avant c'était toujours un peu un combat, dire les SEO qui veulent ajouter du contenu pour ajouter de la valeur et essayer de bien cibler les intentions. Tandis que les UX veulent des sites un peu plus épurés, qui mettent l'information bien en avant. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de trouver un juste milieu pour pouvoir faire de l'acquisition, mais derrière que la rétention soit suffisamment bonne que pour être bien référencé et jugé comme qualité. Sans contexte, si on fait que du SEO pour du trafic, ça n'a aucun sens. Ouais. Parce qu'en gros, les clients, ils ont besoin de quoi? Les sites en général ont besoin de conversion. Donc pour l'assurer vraiment business, on a besoin que le site convertisse, mais qu'il soit aussi visible. Donc on ne peut pas en fait séparer l'un de l'autre. C'est un très bon point que tu abordes là aussi, c'est que notre objectif pour nos clients, c'est pas d'amener du trafic pour amener du trafic, mais c'est amener du trafic qui convertit et qui a un réel intérêt. Et donc là, ça rejoint aussi totalement ce qu'on expliquait par rapport à l'expérience utilisateur. Et donc juste de faire du SEO avec une vision très réduite du SEO, ça a peu d'intérêt. Et je pense que le combat SEO UX dont on parlait tout à l'heure, en fait, du coup, ça ne l'est plus. C'est-à-dire qu'on donne un peu plus de lest, entre guillemets, et qu'on est plus avec les UX maintenant dans notre manière d'aborder les choses. Ouais. Donc, pour reprendre le thème général, ça va être encore de plus en plus le cas. Et notre manière de faire du SEO en 2025. Complètement. Chez Locos. Chez Locos, indeed. Donc, mettez l'utilisateur au centre de vos préoccupations. C'est le plus important si vous voulez. Je pensais que tu allais dire faites appel à Elocos. Faites appel à Elocos également. Non, okay. L'utilisateur et Elocos au centre de vos préoccupations. Ok, top. Bah, je pense qu'on a abordé. Je ne sais pas s'il y a des autres éléments que vous vouliez aborder par rapport à l'UX. Très clair. Je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment, on a fait le tour. On peut aborder la prévision numéro 4 par rapport au SEO en 2025. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Certainement, vous deux, je ne vous pose pas la question au final, mais vous qui nous écoutez. On fait une recherche, soit pour un job, et on arrive sur directement des offres de jobs qui sont proposées. On fait une recherche pour un vol, et on a directement le Google Flight avec les offres des différents vols, le comparatif directement avec la solution Google. Il y a Google Finance, où quand on veut avoir l'évolution des cours, c'est directement proposé sur Google aussi. Donc en fait, il y a tout cet environnement où Google agit de plus en plus comme un annuaire, et ça c'est vraiment un élément hyper important pour 2025. C'est qu'on a l'impression, et ça c'est vraiment Nostradamus, mais on a l'impression qu'il y en a d'autres qui vont sortir, encore plus. Pour le moment, ça a quelle place, et quelle place est-ce qu'on peut espérer que ça aura aussi dans le futur? Justement, là, on a eu une étude qui est sortie il y a quelques mois et qui montrait que 30% des clics que font les utilisateurs sur les SERP vont en fait vers l'écosystème Google. Donc tu expliquais tout à l'heure que tu as 60% qui n'ont pas nécessairement de clics. C'est ça. Et donc dans les 40% de clics, il y a 30% qui sont sur l'écosystème Google. Exactement. Ouais. Donc c'est quand même conséquent. Mais voilà, on l'a vu, il y a GMB, maintenant Google Business Profile, plus Google Finance, Scholar, Books, voilà, il y en a une infinité, mais il en sort régulièrement. Et ce qu'on voit justement, au moment du SGE, il y a eu des tests qui ont été faits aux États-Unis, et ce qu'on voit notamment, c'est l'impact au niveau e-commerce. Quand on fait une recherche e-commerce aux États-Unis, pour l'instant, on n'a pas encore ça en Europe, mais ça va arriver. Il y a des tests qui sont faits régulièrement au fur et à mesure. On voit, si on met par exemple acheter iPhone, on va avoir toute une barre sur le côté, une barre avec plein de filtres, comme sur un e-commerce en fait. On va pouvoir choisir si on veut un téléphone d'occasion, de seconde main, quel prix, où est-ce qu'on veut l'acheter, est-ce qu'on le veut en magasin, en e-commerce, etc., etc., etc. Et donc Google en fait prend un peu la place d'un Amazon ou d'une autre plateforme d'achat en ligne. Et du coup, l'idée de Google, le but de Google, c'est que les gens restent le plus possible dans l'écosystème Google. Et en fait, nativement, on le fait déjà, parce que c'est pratique.
Et du coup, encore une fois, on réduit les clics qui vont vers les sites. Et donc, pour apparaître sur ces plateformes-là, Google Shopping, on fait aussi bien sûr, mais il y a vraiment des points au niveau technique à mettre en place, au-delà de l'autorité uniquement. Il faut être visible et que Google comprenne rapidement. Pour que Google comprenne rapidement un site, il faut l'aider en fait. Et pour l'aider, il n'y a rien de plus simple. Il faut qu'au niveau technique, ce soit clean, que ce soit facilement crawlable, comme dit Pierre tout à l'heure. Et il faut qu'au niveau données structurées, on ait le maximum d'informations. Comme ça, Google en fait a un sommaire de la page, du contenu que contient la page, avant même de venir dessus. Donc il voit en amont ce qu'il y aura sur la page, et il parlera moins de temps, et ça lui coûtera moins cher. Ouais, dingue. Et donc, je vais reprendre en fait un cas, et c'est le même cas que celui dont on parlait tout à l'heure, mais où on est sur du Google for Jobs. Donc c'est les offres d'emploi qui apparaissent directement sur Google. On a fait tout le taf technique. Et en fait, le taf technique a aussi consisté en la réduction de la profondeur de crawl au maximum. Donc, la profondeur de crawl, c'est le fait que depuis la page d'accueil, combien de pages est-ce que Google doit analyser avant d'arriver sur la page qu'on veut positionner, et donc d'ici la page d'offre d'emploi en l'occurrence. Optimiser un maximum, renvoyer un maximum de jus vers ces pages-là. Et donc ça a permis de mieux les ranker sur Google for Jobs. On a taffé des données structurées aussi, on a taffé tous ces éléments-là techniques qui nous ont permis de mieux ranker et de faire du x3,5, x4 sur le trafic. Et donc on est au final sur les mêmes techniques que le SEO, lien bleu, cliquable, c'est-à-dire technique, contenu, autorité, mais peut-être avec la technique qui est poussée à l'extrême. Je ne sais pas si c'est ce que tu as pu aussi en déduire, Pierre. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs tests qui montrent que la technique est vraiment au cœur des optimisations qui sont réalisées pour apparaître sur ce genre d'éléments. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux clients et aux offres d'emploi, la quantité de trafic qui arrive, ou en tout cas qui est effectué depuis Google for Jobs, est juste aberrante. Et je pense on est sur 80% de Google for Jobs. Minimum 80-90% de Google for Jobs, donc environnement Google, 10% de liens organiques. Ça fait un petit peu peur aussi parce que ça fait une grosse dépendance à l'environnement Google, donc à voir un petit peu comment est-ce que ça va évoluer par la suite. Mais encore une fois, je pense que ça vient de la volonté de Google de garder les utilisateurs sur son environnement, toujours dans un objectif de s'assurer que les résultats qui sont présentés sont les plus qualitatifs possibles et répondent le mieux possible aux intentions de recherche. D'où l'importance en amont aujourd'hui, au moment des audits et des analyses, d'identifier les axes de croissance pour l'acquisition. Encore une fois, aller faire du SEO de façon classique et plutôt passée, mettant toutes ses forces dans du contenu, l'optimisation du site, si derrière il n'y a aucune réflexion sur quels sont les axes qui se présentent aujourd'hui sur les pages de résultats, ça sert un petit peu à rien. On va plus jamais taffer un e-com sans penser à Google Shopping, quoi. Exactement. Et ça, c'est pareil pour énormément de secteurs. Et donc, on estime qu'en 2025, il y aura de plus en plus de secteurs qui auront l'occasion d'être positionnés sur toutes ces solutions annuaires, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, de Google, ça c'est certain. Et pour reprendre l'exemple de ce client-ci, on était sur de l'international avec du trafic qui vient beaucoup des États-Unis, où la Google for Jobs est encore mise beaucoup plus en avant sur toutes les requêtes qui touchent aux offres d'emploi. Mais on estime aussi que tout ce qui est aux États-Unis pour le moment va arriver de plus en plus vers chez nous. Complètement. Assez classique. Et donc, toutes ces solutions d'annuaires vont évoluer. Je pense que ça va être un élément très très important du SEO aussi, qui au final nous rassure entre guillemets aussi par rapport à Google et permet de repositionner aussi Google par rapport à la recherche, parce que là, ils répondent vraiment à un besoin de l'utilisateur qui est assez important, avec une bonne expérience utilisateur sur du Google Shopping, comme tu expliquais, avec les différents filtres, etc. Tout ça nous permet vraiment de se positionner, de répondre à ce que l'utilisateur attend, quoi. En fait, si vous voulez voir le futur, vous prenez un VPN, vous allez aux US, vous faites une recherche, et vous verrez ce que vous aurez dans quelques mois en Belgique ou en Europe. En tout cas. Exactement, ouais. Plus besoin de la DeLorean, c'est terminé. Plus besoin. Ok, top. C'était le point numéro 4. On va passer à la prévision numéro 5. Last but not least. L'intention de recherche est toujours l'intention de recherche. Donc avant, on entendait SEO, on pensait mots-clés. On a toujours pensé mots-clés en parlant de SEO. Et même au final, quand on en parle aujourd'hui, le mot mot-clé est quand même revenu plusieurs fois dans la discussion. En réalité, le SEO, c'est l'intention de recherche. Ce que c'est l'intention de recherche, j'allais donner une définition, mais Fabien, je te laisse. Tu es très très bon pour expliquer, je trouve, et vulgariser des termes SEO, donc je t'en prie. Merci pour la patate chaude. L'intention de recherche, en fait, c'est de se dire que selon la requête que l'Internet va taper sur Google, le résultat va être différent en termes de présentation. Par exemple, si on tape assurance auto sur Google, Google va penser
que ce que l'internaute veut voir, c'est un comparatif de différentes assurances, de différents produits. Donc dans ce cas, sur une page d'un site, pour ce type de requête-là, il faut par exemple un tableau. Voilà. Donc s'il n'y a pas de tableau, on n'apparaîtra pas sur Google. Ça, c'est un exemple d'intention de recherche, par exemple. Ouais. Google définit que c'est dans le transactionnel. Du coup, on va pouvoir comparer différents produits. Et donc l'intention de recherche, c'est concrètement ce qu'attend exactement l'utilisateur et quelle est son intention, ça ne s'invente pas, C'est ça. quand il fait sa recherche sur Google. Et donc ouais, tu prenais l'exemple ici de l'assurance, mais donc c'est Tout à très fait. bon exemple. Et c'est pour ça qu'on voit sur l'intention de recherche qui est plus commerciale, par exemple, où on va voir un snippet avec des avis déjà qui sont avant de pouvoir cliquer, ce genre de choses, et où la SERP va changer à chaque fois en fonction de vraiment ce que l'utilisateur et de cette intention de recherche-là. Et donc justement, notre conviction, c'est qu'en 2025, l'intention de recherche chez Google sera encore meilleure pour capter l'intention de recherche. Ça rejoint les quelques points qu'on a abordés avant, mais ici, si on met le focus vraiment sur l'intention de recherche et le contenu, comment est-ce qu'on peut l'optimiser au maximum et répondre de manière la plus précise à l'intention de recherche ? Je pense que, si je peux me permettre, le premier point en amont à réaliser, la première chose à garder en tête, c'est la partie analyse. La partie analyse, audit, analyse de marché, qui est vraiment super importante. Si on veut connaître les intentions de recherche, si on veut savoir les contenus que Google va favoriser en top de page de résultats, il faut qu'on puisse avoir une vue sur ce que font les concurrents et sur l'état de la demande. Donc c'est vraiment ce travail d'aller analyser en amont l'intention de recherche, l'état de la demande et les contenus présents. Et derrière, ça va être tout un travail d'ajout de valeur dans les contenus en tant que tels. Donc si on veut se positionner, encore une fois, on se répète un petit peu, mais c'est ajouter de la valeur, ajouter de l'information. Positionnez-vous sur des requêtes qui sont peut-être même plus spécifiques. Si on veut avoir plus de chances d'être positionné, allons chercher des intentions et peut-être des secteurs un petit peu plus niches aussi. On voit que les utilisateurs, via l'arrivée de l'intelligence artificielle, ont tendance à effectuer des recherches qui sont de plus en plus spécifiques. Donc, pour se positionner, allons vers des contenus qui répondent eux aussi à des intentions de recherche qui sont plus spécifiques. Donc ça, c'est vraiment... c'est ce qu'on appelle du long tail. Du long tail. Dans le terme SEO, mais c'est en gros des recherches vraiment qui sont plus spécifiques, comme tu l'expliquais, qui vont beaucoup plus loin dans le détail. Certainement avec l'arrivée d'IAO aussi, où les utilisateurs vont avoir de plus en plus le réflexe d'aller dans une recherche vraiment complexe, parce que du coup, l'IA va comprendre, un peu comme quand on fait un prompt GPT. Et donc nous, si on a un contenu qui est spécifique par rapport à cette recherche plus longue, on aura beaucoup plus de chances de ranker, certainement d'apparaître sur IAO aussi. Il y a un autre élément à ce sujet-là, et je te lance là-dessus, Fabien, c'est par rapport à l'autorité aussi. Quand on parvient à être de plus en plus précis dans un secteur en particulier, ça nous positionne vraiment comme autoritaire, non ? Oui, et justement par rapport le fameux IEEAT, HIT, où l'aspect expertise est vraiment mis en avant, ça on retrouve à plein de niveaux. Par exemple, si on fait du contenu type blog, si on a des personnes en interne qui ont une vraie expertise dans le domaine, c'est super intéressant, plutôt que de juste mettre en auteur le nom de la boîte, de vraiment mettre une personne en interne qui peut être jugée comme pertinente pour le contenu. On mettra une petite fiche, une petite bio en disant que la personne a une expérience de X années dans le secteur. Et si c'est une personne qui en plus publie dans des journaux ou sur des podcasts ou autre, qu'elle a vraiment une expertise et qu'elle est reconnue dans ce domaine, Google va voir que votre contenu est vraiment pertinent. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Évidemment, au niveau expertise, quand on parle d'autorité, on parle aussi de backlinks. Les backlinks, malgré ce que Google peut dire, c'est important. Maintenant, c'est pas pour tous les sites. Il y a des sites où on peut très bien se positionner sans backlinks, mais quand on va vraiment sur du concurrentiel, à très fort volume de recherche, souvent, sans backlinks et sans preuve, en fait, pour Google, que votre site est pertinent, parce qu'il y a des liens qui viennent de sites du même domaine qui sont intéressants, ça va être compliqué de se positionner. Donc, les backlinks, voilà, comme le SEO, ne sont pas morts. Donc c'est vraiment des points qui sont aussi à prendre en compte au niveau expertise. Mais juste un point, si je peux me permettre, par rapport à l'aspect contenu plus longue traîne, comme tu disais, Pierre. Je disais une étude qui était intéressante qui disait que les assistants vocaux vont de plus en plus avoir une importance en termes de recherche. Donc les gens font une recherche sur le téléphone, via Siri ou via leur... Google Home, c'est comment ça s'appelle? Ça Google... fait pas 4 ans qu'on parle des assistants vocaux. Alors justement, je savais que j'allais me faire bâcher en allant sur ce point-là. Je vais pas aller sur le voice search et dire que le voice search c'est la révolution. Pour autant, si on y réfléchit, le moteur de recherche en mode conversationnel, on est un peu sur le même principe. C'est qu'on va vraiment aller sur des requêtes très très longues
Et donc pour que votre contenu ressorte sur ce type de contenu-là, de type de recherche-là, il faut que vous alliez vraiment en profondeur. Donc le SEO à l'ancienne, à la papa, où on mettait un mot-clé qu'on allait foutre dans le H1, dans la méta, dans le title, partout, ça marche, mais pas que. Il ne faut pas faire que ça, il ne faut pas se contenter que de ça. Et donc un point qui est intéressant éventuellement, c'est par exemple si vous avez Google Business, si vous avez des commentaires, des reviews sur vos produits, n'hésitez pas à analyser ce que vous avez, à prendre cette information-là, ou aller sur les réseaux sociaux, à regarder ce que les gens tapent pour trouver vos produits ou quels commentaires ils ont, et à merger ce contenu-là, à le réutiliser dans votre contenu, pour répondre en fait à ce que les gens recherchent réellement, à ce que les gens se posent réellement comme question. Et là, vous allez anticiper les besoins. C'est des choses que vous n'allez pas voir en fait dans les outils comme SEMrush, Ahrefs, etc. Vous avez une data qui est à vous et qui est super intéressante à réutiliser en fait dans votre contenu. L'importance des synergies entre les différents départements, SAV, SEO, marketing, sales, ouais, super Ouais, de dingue. Par rapport au département sales, justement, on l'a déjà fait aussi, d'essayer de récupérer un maximum de retours des sales pour les utiliser aussi dans nos contenus, c'est essentiel. Et donc, encore une fois, pour répondre au max à l'intention de recherche de la manière la plus précise possible. Je pense qu'on a bien abordé les cinq prévisions qu'on avait en tête. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si on doit conclure les 5 points essentiels, le premier, c'est évidemment l'IA au cœur du moteur de recherche. Le deuxième, c'est au niveau des réseaux sociaux, donc une approche beaucoup plus holistique du SEO. Troisième, au niveau de l'expérience utilisateur. Le quatrième, c'est Google comme annuaire. Et le cinquième, c'est au niveau de l'intention de recherche. Concrètement, comment optimiser là maintenant son référencement naturel. On va repartir des 3 piliers du SEO, la technique, le contenu, l'autorité. Dans ces 3 piliers, si on prend la technique, on en a parlé pas mal, c'est d'aller beaucoup plus loin sur de la technique, notamment pour apparaître beaucoup plus sur de l'annuaire, notamment parce qu'il y a beaucoup plus de contenu qui arrive, donc beaucoup plus de contenu à analyser par Google, et donc il y a besoin de l'aider un maximum dans son crawl, donc être de plus en plus bon sur la technique aussi pour les données structurées, on en a parlé. La deuxième chose, c'est au niveau du contenu unique qui apporte vraiment de la qualité, du contenu diversifié, pas uniquement sur de l'article de blog, du contenu sur les réseaux sociaux, du contenu qui doit être utilisé dans une approche assez général aussi, où on va aller créer du contenu de blog, mais qui va être utilisé dans de la newsletter, et le même contenu qu'on va réutiliser sur les réseaux sociaux et autres. Et puis le troisième pilier par rapport à l'autorité, c'est que Google veut mettre en avant du contenu d'experts, et on doit être vu comme des experts dans notre secteur en particulier. Et donc là, c'est tout ce qui touche aux fiches auteurs, mais ça rejoint aussi ce dont on discutait tout à l'heure, le fait d'avoir une approche générale sur les différents réseaux, une approche RP aussi. Mais donc ce pilier autorité est de plus en plus important. Donc concrètement, aller beaucoup plus loin dans chacun des piliers. Non, le SEO n'est pas mort. Le SEO Google, lui, est en diminution, mais le SEO de manière générale et la recherche ne s'arrêtera jamais et elle est en augmentation. Et donc on est là justement pour répondre à ce besoin-là et pour se positionner sur chacun des moteurs de recherche, on peut dire des nouveaux moteurs de recherche au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup à vous deux pour ce podcast. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, on va sortir pas mal d'autres vidéos, que ce soit sur du webinar ou des tutos beaucoup plus précis. Et donc on se retrouve très bientôt et certainement en 2025 aussi pour faire un feedback par rapport à cette vidéo. Mais avant ça, je vous rassure. Merci à vous deux. Merci beaucoup. beaucoup. Merci Pierre. Au revoir.